parle trop. Eh oui, beaucoup trop. Et il devrait même éviter de chanter. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série HO. Le film, non, la série d'aujourd'hui s'appelle Marianne. Elle est écrite et réalisée par Samuel Baudin. Elle est disponible depuis le 13 novembre 2019, sur Netflix notamment. Non, sur Netflix tout court. Et je l'ai vue à la télévision et en version française, puisque oui, pour une fois, ce n'est pas doublé, mais c'est une série française. Série française d'horreur qui a eu sa petite hype et qui donc nous a donné envie, à moi et ma compagne, de la voir, ce qui m'a permis de la voir en entier et donc de vous faire un retour dessus parce que, eh ben suspense, je vais expliquer pourquoi, là tout de suite, patientez. Ouais, je vais peut-être aller un peu plus vite quand même que ça, hein. Bref, tout ça pour dire, Marianne donc qui a eu sa petite hype dont j'ai entendu parler comme ça et ça fait plaisir d'avoir le cinéma de genre français sous forme de série télé ou de film qui obtient des moyens décents de travailler visiblement vu le résultat de la série et qui peut tout simplement exister parce que ben c'est simple, hein, une série d'horreur française hors de Netflix au jour d'aujourd'hui, je sais pas quelle plateforme vous le payerez. YouTube, on connaît le principe, hein, vous pouvez toucher des financements et des petites choses comme ça, mais c'est loin d'être nécessaire, loin d'être suffisant pour faire une série de genre dans de bonnes conditions. Donc je vois pas d'autre système actuellement pour pouvoir faire une série de genre, une série d'horreur notamment, autre que Netflix ou des plateformes privées qui sont prêtes à investir dans des séries télé un peu différentes, un peu ambitieuses, ou tout simplement en France, une série de genre. Je vous renvoie notamment à l'explication déjà, qui date un petit peu, hein, mais de la vidéo sur Bunker Palace Hotel, du fossoyeur de film qui expliquait à quel point le cinéma de genre en France est devenu une sorte de persona non grata un peu zarbi, souvent très très mal produit, et un peu ovni, quoi. C'est-à-dire on a le film de peur, le film de zombie de l'année, machin, blablabla, quand on en a juste pas du tout. Et pourtant, on produit des choses très intéressantes. Alors, est-ce que c'est parce que les Français vont plutôt voir des comédies au cinéma ? Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, ça fait maintenant quasiment 20 ans que je m'intéresse à la production de cinéma française au cinéma, et on a essentiellement des comédies. Des comédies de tout style, on peut aussi avoir de la comédie fantastique, mais on a essentiellement des comédies. Et les films de genre, que ce soit horreur, fantastique, ainsi de suite, sont très très rares encore. Ils ont beau fonctionner, on a beau avoir de beaux succès, parfois, c'est vrai qu'il y en a certains qui ne marchent pas, on reste dans une production qui reste très limitée. Est-ce que c'est parce que le cinéma français a un niveau moyen de production qui oscille entre les 10 millions et 50 millions d'euros par film ? Possible, tout à fait possible, hein. Il faudrait que j'analyse un peu plus en profondeur la question, et c'est vrai que le cinéma de genre en général demande des budgets conséquents à cause des effets spéciaux, à cause de plein de choses dans ce genre-là, c'est une réalité, mais en l'occurrence, je crois aussi qu'il y a, en tout cas c'est mon impression, ma petite expérience de 15-20 ans là, qui a vraiment un préjugé négatif sur ce cinéma-là, et que du coup c'est très difficile à produire, et pourtant c'est pas faute d'avoir des projets de séries de genre, de films de genre, de courts-métrages de genre qui arrivent régulièrement sur les tables des différentes commissions de financement en France et qui doivent aider au développement des œuvres, mais voilà, on en a finalement pas beaucoup qui débarquent ou qui dépassent tout simplement le cercle de la confidentialité. Du coup, ça fait plaisir de voir un projet comme Marianne exister, arriver à terme et arriver sur une plateforme qui marche bien et qui est donc facilement disponible, telle que Netflix. Alors, on va commencer par le début. Qui est Samuel Baudin ? Alors, j'ai dû faire des petites recherches, c'est un jeune réalisateur, hein, il n'a pas fait grand-chose jusqu'à présent, et je dis ça avec énormément de respect, il a fait quelques séries télé, tout ça, qui ont l'air d'avoir plutôt marché. Il a fait une série qui s'appelle Tank, que je n'ai pas vue, il a fait une série sur la guerre, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui paraît-il est très sympa, mais que je n'ai pas vu non plus, qui était sur OCS, si je dis pas de bêtises, sur le système, le système de streaming d'Orange, mais je ne l'ai pas vu. Et donc voilà, il arrive donc avec Marianne, et c'est cette série-là qui le fait connaître. Alors j'ai trouvé une interview qui racontait un petit peu le chemin de vie de Samuel Baudin. Oui, il n'a pas une page IMDb avec un film dessus, donc c'est clair que c'est un peu plus difficile de trouver sa filmographie. Ce qui fait que j'ai dû me rabattre sur cette interview tout à fait intéressante, où il explique en fait, il vient du théâtre, à la base c'est un acteur de théâtre, et il plébiscite d'ailleurs le fait de faire du théâtre pour apprendre à faire de la direction d'acteur, c'est-à-dire et de la réalisation. Il pense que c'est la meilleure chose pour pouvoir
dialoguer réellement avec les acteurs, faire avancer un projet, c'est la meilleure formation selon lui. Je vous dis ça pour la petite parenthèse parce que James Gunn, réalisateur notamment des Gardiens de la Galaxie 1 et 2, du prochain Suicide Squad, de l'excellent Super sur lequel j'ai fait une vidéo, vous pouvez aller le voir, je fais de l'autopub, tant pis, #putaclic, c'est une vidéo avec de l'image en plus, donc pour tous ceux qui me renvoient régulièrement que je ne fais pas vidéo avec de l'image, allez la voir, c'est une vidéo avec de l'image, ça me ferait plaisir, c'est sur le film Super de James Gunn, il est excellent. Donc James Gunn a lui aussi sur son compte Twitter et sur son Instagram dernièrement défendu le fait que c'était une excellente chose de faire à la base plutôt de l'acting, du théâtre notamment, des cours de théâtre pour devenir réalisateur, parce qu'il estime qu'en fiction c'est essentiel pour pouvoir communiquer avec les acteurs, apprendre à comprendre ce qu'un acteur perçoit d'un scénario, d'une écriture et d'une mise en scène, et des conseils d'un réalisateur. Conseil que je trouve très intéressant, je n'ai pas fait de théâtre moi-même, mais c'est déjà le 2e ou 3e réalisateur que je vois dire ça, et que je trouve très intéressant, et qui produit des choses très intéressantes. Donc voilà, tout ça pour dire Samuel Bodin aussi de son côté défend cette vision des choses, et il est retourné un petit peu, parce qu'il avait envie de faire de la réalisation, vers la réalisation, il venait de l'audiovisuel à la base. Il avait envie de faire ça, il a fait des petits courts-métrages quand il était jeune, il allait vers l'acting, vers le théâtre et tout ça, la mise en scène et le jeu de théâtre, et il est revenu tout doucement vers des projets de séries qui ont fonctionné, qu'il a réussi à faire monter, qu'il a réussi à faire, entre guillemets, qu'il a réussi à faire produire tout court. Excusez-moi, je suis un petit peu malade, un petit peu fatigué comme d'habitude, c'est pas pour me plaindre, c'est juste au cas où vous auriez l'impression que j'ai du mal à parler par moments ou des choses comme ça, c'est juste que je suis un peu ballonné, j'ai mal au bide. Donc si vous avez des docteurs qui écoutent ce podcast, n'hésitez pas à me donner des conseils contre le mal de ventre, contre les maux de ventre, c'est passionnant, hein, n'est-ce pas? Bon, bref, tout ça pour dire, Samuel Bodin vient donc de l'acting et apprécie cette direction des choses. Il est revenu donc vers les séries télé, il a réussi à se faire produire, et donc Marianne a débarqué, il a commencé à écrire dessus, je crois, il y a à peu près 4 ou 5 ans, et il a été très très vite en capacité de mettre en place une production, ce qui lui a permis donc de faire Marianne. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à peu près sur Samuel Bodin, j'ai pas trouvé énormément d'informations, je l'avoue. Et donc tout ce projet là, voilà, Marianne, cette hype, le fait que Samuel Bodin vienne de l'acting, tout ça, je trouvais ça intéressant, et ça m'a rendu très curieux de découvrir cette série d'horreur française, qui a donc bien marché. Alors. Et en plus, petit élément en plus qui ne peut qu'aider cette série à être vue à l'international, Stephen King, et oui, The Master of Horror, comme on dit, comme certains aiment le dire, a adoubé la série, a estimé que c'était une série terrifiante qu'il a beaucoup aimée. Donc, si Stephen King le dit, forcément c'est comment ? Eh ben on va schtroumpfer, et puis on va se faire une idée tous ensemble, y a pas de raison, on est là, on va prendre notre temps, hein, on est là, on est bien, comme on dit, à Weshland, bref, #racisme. Auteur de romans horrifiques à succès, Aymar Simon est confronté lors d'une dédicace à Caroline, une amie d'enfance visiblement troublée. Cette dernière lui affirme que le personnage de son roman, un démon prénommé Marianne, lui ordonne de rentrer chez elle afin de sauver ses parents. D'abord sceptique, après un cauchemar où Marianne lui a rendu visite, mais aussi après le suicide de Caroline devant ses yeux, Emma est contrainte de retourner dans son village natal pour rencontrer la mère de Caroline, Madame d'Augeron, celle qui prétend être la Marianne des livres d'Emma. Alors, dès les premiers cauchemars d'Emma, la qualité de la série, franchement, saute aux yeux. Il y a une vraie qualité dans la mise en scène de la peur, notamment dans les jeux, sur le champ, le hors-champ, le vu, le pas vu, les jeux sur l'ombre et sur les reflets notamment, sur le réel ou le rêve, etc., etc. Très vite, la série a vraiment beaucoup de qualité, en jouant notamment sur des effets que je trouve très simples, mais qui fonctionnent tellement bien, où on a des panoramiques, des mouvements horizontaux de la caméra, des panoramiques horizontaux, excusez-moi, qui vont par exemple d'une porte où le personnage regarde et a l'impression de voir des mains. On va vers le miroir qui montre cette porte et là on voit des mains qui passent par la porte. On retourne le panoramique, on retourne vers la porte et là on voit rien. On retourne vers le miroir et là les mains sont en train de passer encore plus. Il y a un visage qui commence à se dessiner. On retourne vers la porte, il n'y a rien et ainsi de suite. Et ça fonctionne très très bien. Ce type de mise en tension est simple, mais je trouve que c'est très efficace. Et dès le premier cauchemar, particulièrement bien mis en scène, où Emma rentre chez elle, retrouve son petit copain qui est sur le lit, qui est astucieusement dans la mise en scène à dos d'elle et qui ne se tourne pas. Parce qu'on comprend qu'il lui en veut, elle revient, elle est bourrée, visiblement elle fait souvent ça, donc il lui fait la gueule. Et il reste de dos, et évidemment il devient
partie prenante à un moment donné du cauchemar en lui disant, je vous spoil rien, c'est vraiment une des premières séquences de la série où elle lui dit ça va pas, il fait non j'ai fait un cauchemar machin, enfin vous connaissez la feinte, et là elle lui dit tu veux pas te retourner, et là il lui dit tu es sûr que tu veux que je m'en retourne, et c'est excellent parce que ça met tout de suite une tension vraiment palpable, c'est plein de petits effets comme ça que je trouve bien maîtrisés, bien casés, où on sent que Samuel Baudin a bien potassé la mise en scène des films de peur, notamment de plusieurs classiques, je reviendrai dessus après, ou plutôt non, je vais le dire tout de suite, il a eu un vrai talent dans la mise en scène de peur chez Samuel Baudin, mais il a bien appris. On voit les références à The Grudge, à The Visit, le dernier Night Shyamalan, à Scream aussi, avec une scène au téléphone qui est particulièrement réussie, qui prend ce qu'il y avait de terrifiant dans Scream, hein, pas le côté comique d'ailleurs, et plein d'autres films, L'Exorcisme et ainsi de suite, et je trouve qu'il les utilise bien. C'est des références, mais c'est pas non plus des références, alors par moments c'est peut-être un peu trop appuyé, un petit peu trop, mais je trouve qu'il a bien compris ce qui met en scène une angoisse, et il l'utilise bien, comme je le disais avant, différents éléments, le jeu sur le champ, le hors-champ, le vu, le pas vu, et ainsi de suite, et ça fait vraiment... Ça booste tout de suite la série. C'est une série qui tout de suite te met dans une ambiance assez flippante, assez glauque, assez bizarre, et qui fonctionne pour le coup très très bien. Et cette première séquence de cauchemar est à l'image du reste de la série en termes de séquences de peur. On a régulièrement des séquences de peur très réussies. Je crois qu'il n'y en a quasiment aucune dans le film dans la série, qui m'ont pas mis en tension en mode oh purée. Même quand j'avais compris le principe, même quand on avançait dans la série, et même malgré les défauts. Parce que oui, la série a aussi des défauts, et ces défauts sautent aux yeux dès le premier dialogue. C'est une conférence de presse que tient Emma, puisqu'elle elle est visiblement une auteure à grand succès, et le public lui pose des questions et les répond. Et là, c'est très intéressant parce que d'un côté, dans le public, il y a des questions qui ont l'air légitimes et vraisemblables, d'autres pas du tout. D'autres, on sent bien que c'est un acteur qui dicte ce qu'on lui a dit, ou une actrice d'ailleurs. Et l'actrice principale, c'est Victoire Dubois, si je dis pas de bêtises, qui joue donc Emma Larsimon. À des moments, elle répond « on n'y croit pas », et d'autres moments où on y croit complètement. Il y a des degrés de son personnage qu'elle joue très très bien, et d'autres qu'elle joue mal. Et ça va être à l'image de tout le casting de la série, et de toutes les phases de dialogue de la série. On aura de bons moments, de moments très efficaces, et d'autres pas du tout. Et les acteurs arriveront parfois à maîtriser certains passages, clairement, et d'autres pas du tout. Et j'en parlerai un peu plus après. Mais dès le départ, on a vraiment le cocktail qui va, entre guillemets, animer la série. Des séquences de peur qui sont globalement franchement bien foutues, avec des références bien maîtrisées, et de l'autre, des dialogues qui par moments vont fonctionner, mais qui plus souvent vont sembler gauches, voire être très sérieusement bancales. Et je trouve que ce qui résume bien Marianne à partir de là, c'est simple, c'est le mot déséquilibre. C'est une série qui est déséquilibrée. Personnellement, pour que vous compreniez bien mon point de vue, je suis un très bon client des films de peur et d'angoisse. Et comme les séquences de peur et d'angoisse dans la série, je trouve, sont bien soignées globalement, j'ai été pris jusqu'au bout. J'ai eu aucun souci, ça m'a mis en tension, ça m'a mis en tension dans le début, et à partir de la 3e, 4e séquence de peur bien faite du premier et 2e épisode, j'étais dedans et il n'y avait plus aucun problème, j'étais constamment j'étais en attente de ce type de tension, et j'étais jamais déçu réellement. De facto, j'ai traversé la série sans problème. Je vais vous donner des exemples de ce soin de l'angoisse, parce que j'en donnais déjà avant, mais je vais aller un peu plus loin là-dedans. Déjà, Samuel Baudin a l'intelligence de laisser le temps au spectateur d'imaginer. Au-delà de deux possibilités, en fait, face à une séquence, quand le spectateur, par exemple, quand je donne un exemple comme ça, mais il y a un moment donné un personnage qui est avec un téléphone et qui donc est au téléphone avec quelqu'un et doit se déplacer dans une maison. Et au-delà dans la mise en scène, l'intelligence, c'est que on a des plans plus ou moins subjectifs de cette jeune femme qui se balade avec le téléphone, et on lui dit d'aller dans différentes pièces, et il y a des fenêtres ouvertes, des portes qui donnent sur de la nuit, l'obscurité, et ainsi de suite. Et on est juste après une séquence relativement, voire même très troublante et très réussie. Et du coup, c'est excellent parce qu'au-delà de la 2e porte, à chaque fois qu'on regarde les plans, il y a 1, 2, 3 portes, ou des séquences différentes qui font qu'il y a plus de 2 possibilités pour l'assaillant, le monstre, la créature d'apparaître. Et ça, c'est simple, c'est dans notre esprit, on fonctionne comme ça. Au-delà de 2 possibilités,
de la possibilité A et de la possibilité B, on commence à complètement paniquer. L'esprit naturellement se dit « Wow, la série vient de là ou de là ? Ah merde, il peut venir aussi de là. » Et ben c'est trop. Et ça fait naître tout de suite, au-delà de la peur, ça commence à faire naître de l'angoisse. Et ça, je trouve que Samuel Boudin l'utilise très très bien. On a cette fameuse séquence, comme je disais, de la personne avec son téléphone. On a la séquence je veux vraiment pas spoiler, mais on a le monstre sous le lit, classique, le monstre dans l'armoire et des choses comme ça, mais c'est, je trouve, impeccablement mis en scène. À chaque fois, on est amené, s'il y a que 2 options, à chaque fois, on est confronté à une sorte d'attente de la révélation qui joue très bien son crescendo. Encore une fois, avec des références très bien gérées. Moi, j'ai pensé aussi au film Deux Sœurs, de Kim Ji-woon, excellent film de peur romantique notamment, coréen que je vous conseille, qui est vraiment un très très bon film, et où on a ce jeu à un moment donné sur la créature qui est dans le placard. Je ne veux rien spoiler, mais c'est du même ordre, c'est la porte ouverte, on voit quelque chose dans le miroir qui dans la réalité n'existe pas. On ne sait pas en tout cas. Et ça, tout ce jeu sur la tension du c'est là, c'est pas là, impeccablement géré. Il y a aussi les passages déviants aussi qui aident beaucoup la série. Bon, évidemment, la série va très loin dans le glauque. On a les enfants morts, la mamie qui se fait dessus, le sac fait en peau humide et en cheveux avec on sait pas ce qu'il y a dedans, des trucs glauques, les dents et ce genre de choses. Donc ça pour dire, la série se permet aussi d'aller loin dans le déviant, le sale, le cradingue, tout simplement. Et ça déstabilise bien et ça fonctionne bien à mettre cette angoisse bizarre et déviante. Je trouve que la série l'utilise un peu plus au début, un peu moins vers la fin, et c'est dommage parce que je trouvais que ce côté sorcellerie apportait beaucoup de chair, à proprement parler, à la série. Ça l'utilise moins sur la fin et du coup ça devient un peu plus cotonneux, je trouve. Dans les derniers épisodes notamment, alors que je trouve que c'était une très bonne manière de rattacher le spectateur au sol, de le confronter à des choses comme ça, à des parties de corps humaines, mais de manière beaucoup plus déviante, mais en même temps terre à terre. La mort des enfants, c'est quelque chose de simple, clair et net et précis. Une vieille personne qui se pisse dessus, bon, bah, on voit le problème, mais on sait bien que c'est terrible socialement. Vous voyez, ça se double d'une lecture qui n'est pas seulement fantastique, ou de l'ordre du monstre tout simplement, c'est vraiment quelque chose qui dérange aussi en termes social. Et la série l'utilise très très bien, mais je ne spoilerai pas cette séquence parce que elle est géniale, tout simplement cette séquence-là, et je m'en voudrais, mais simplement pour vous dire, il y a ce mix de choses, des choses déviantes, des choses fantastiques, des choses de l'ordre de la peur et de l'angoisse, et tout ça ensemble, ça augmente l'angoisse. Ensuite, il y a aussi le fait que connaître les règles du monstre ou des créatures dans la série ne règle pas la série. C'est un petit peu, là ce que je pointe, c'est un petit peu la limite qu'on trouve dans beaucoup de films d'horreur que j'aime beaucoup, mais qui sont basés sur la psychologie et plus sur l'angoisse. Je vais vous donner un exemple très simple, mais j'en parlais dans ma critique de Shining 2, Dr. Sleep dernièrement. Quand on répond à tous les éléments, on confronte le spectateur à des éléments fantastiques qui sont désarçonnants, incroyables, et où il est difficile de savoir où on met les pieds, parce qu'on a besoin de connaître les règles, on n'y connaît rien, donc on a les fameuses feintes classiques du prêtre, des livres sacrés, de l'ésotérisme, de l'antiquaire, enfin vous voyez toutes les ficelles classiques de films de peur qui vont vous raconter que, en fait, il faut faire ceci, il faut faire cela, vous êtes confronté à telle chose, blablabla. J'ai vu dernièrement le film Countdown et on a une bonne vanne là-dessus puisque les personnages sont confrontés à une sorte d'esprit malin évidemment et le prêtre qui va leur expliquer les règles est en fait un grand fan de ce genre de truc, c'est une sorte de geek. Donc j'ai trouvé que c'était un petit détournement plutôt malin de l'énorme ficelle des films de peur et de démons et ainsi de suite, où on est confronté à quelque chose d'incroyable. Il faut bien à un moment donné amener des éléments, faire progresser les personnages dans l'enquête, sinon le spectateur a l'impression de revoir à chaque fois la même chose, ils sont confrontés à quelque chose qu'ils comprennent pas, ils savent pas comment s'en sauver. Là au moins on a des éléments concrets, et au bout d'un moment, on a, l'obligation d'avoir des éléments concrets pour donner au moins la sensation que les personnages peuvent s'en sortir, ce qui est un peu logique, c'est pas non plus, c'est à double effet, c'est-à-dire d'un côté il faut faire avancer l'intrigue, de l'autre il faut que les personnages donnent la sensation, qu'on ait l'impression au moins qu'ils puissent s'en sortir, sinon à quoi bon suivre l'histoire. Et tout ça pour dire, en général, j'aime bien ce genre de film, mais c'est devenu un peu une ficelle un peu facile de dire, voilà, une fois que le personnage principal a compris la ficelle émotionnelle qu'il doit régler, il va régler le problème. C'est parfois... Quand c'est bien fait, bah ça marche, ça fait des beaux films, mais ça enlève aussi une part de fantastique. Je vous renvoie à la série, j'ai pas encore fait une critique là-dessus, mais je devrais le faire. Une critique globale des spin-offs, notamment de la série The Conjuring,
Si vous connaissez pas, c'est la série autour des dossiers Warren. Le couple Warren, c'est un couple qui a pendant des années enquêté sur l'occulte et ainsi de suite, et notamment il prétendait, avec des preuves assez troublantes, puisqu'ils ont étudié sur des cas vraiment limites de spiritisme et de possession et autres, que voilà, la femme Warren notamment, était, puisqu'elle est décédée l'année dernière, si je dis pas de bêtises, ou cette année, avait des pouvoirs psychiques et était donc capable de se confronter à des esprits malins, et ainsi de suite. Bon, bref. Et les fictions qui sont sorties de là sont plutôt pas mal. The Conjuring 1 et 2, c'est très sympa, de James Wan notamment, très excellent réalisateur de Aquaman dernièrement, dont j'ai peut-être probablement parlé dans ma critique d'Aquaman. Et les dossiers Warren, donc, ça leur a permis de faire notamment une série de spin-offs sur d'autres monstres, d'autres esprits, d'autres légendes urbaines, comme la Llorona, la nonne, et les nonnes démoniaques, et plein de choses comme ça. Il y a encore quoi comme spin-off? C'est pas Ouija. Ah, j'ai oublié, avec la poupée, là. Annabelle, voilà, donc il y en a carrément eu 2 sur Annabelle. Et en fait, tous ces films-là ont, selon moi, tous le même problème. C'est-à-dire que il finit, quand les personnages ont réglé, grosso modo, l'histoire émotionnelle qu'ils devaient régler, leurs problèmes avec leur père, leur mère, leur sœur, leur enfant, leur égoïsme, enfin voilà, ils s'en sortent. Voilà, bon. Résultat, c'est assez sans surprise, et c'est devenu tellement une recette que la plupart de ces films sont assez faibles, voire carrément ratés. Je vous renvoie à la Llorona, où carrément on voit pas le problème avec la mère. La mère est confrontée à un monstre qui enlève les enfants, elle a eu des soucis depuis que son père s'est barré, et au final, je viens de vous spoiler toute l'histoire. Ça ne règle rien, le film ne règle rien, et là c'est encore pire. Bref, mais même quand ça a réussi à régler l'histoire en mode c'est bon, j'ai compris mon problème, donc vas-y esprit, casse-toi, j'ai compris ce que tu veux me dire, ok, salut, à la prochaine, merci démon, c'est un peu, ça enlève de la mystique, et surtout ça diminue l'angoisse qu'on peut emporter avec soi après la série, après le film, de manière un petit peu artificielle. Vous savez, ces légendes urbaines, elles sont attachées à des angoisses qui sont naturelles. C'est l'angoisse de la mort, de Dieu, de plein de choses comme ça. J'en parlais un peu dans Dr. Sleep, dans ma critique de Dr. Sleep, c'est des angoisses, entre guillemets, fondamentales qu'on a tous, qu'on traîne tous, et qui sont tout à fait naturelles. Et les films, les œuvres d'art, elles nous aident un petit peu à questionner ça, à peut-être trouver des manières de vivre avec, tout simplement. Pas forcément. Les angoisses, c'est pas des choses. Il faut faire une distinction entre la peur et l'angoisse. La peur, c'est quelque chose qu'on peut surmonter, qu'on peut combattre, qu'on peut arrêter, qu'on peut dépasser. L'angoisse, c'est quelque chose qu'on aura avec nous toute notre vie. Ça vient de manière lancinante et on apprend à vivre avec. Et on a des angoisses qui sont liées à des choses qui sont, par définition, irréglables. D'ailleurs, en général, quand on veut régler des angoisses une fois pour toutes, on fait des conneries. Voilà, on se tourne vers souvent des mensonges, parce que tout simplement, on n'a aucune réponse concrète de si Dieu existe, on n'a aucune réponse concrète de ce qu'il y a après la mort, s'il y a quelque chose après la mort, on n'a aucune réponse concrète de ce qu'est l'infini, et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? On a plein de domaines comme ça où l'esprit humain est bloqué, c'est compréhensible. On trouvera peut-être, je dis pas que je ne sous-estimerai pas la capacité de l'être humain à dépasser ses limites, la preuve. Est-ce qu'en 1900 on pensait qu'on arriverait à aller sur la Lune ou à se communiquer directement, à se parler et se voir d'un bout à l'autre de la planète en 2000? Non, j'en sais rien, tu vois. On pouvait peut-être le rêver, mais en tout cas, on se disait que c'était peut-être improbable. Et on y est parvenu, donc. Je sous-estime pas l'être humain et tout ce qu'il peut encore découvrir, mais tout ça pour dire que pour l'instant, ces angoisses-là restent fondamentales et de l'ordre de l'inaccessible. Et du coup, faire des films de genre et traiter ces questions-là, entre guillemets, c'est aussi quelque part admettre que ces angoisses sont pas forcément résolvables, et c'est pas grave. C'est toujours délicat de régler une histoire tout en n'enlevant pas toute la mystique et tout le poids de l'angoisse liée à ces questions fondamentales. Et les films d'horreur, les films de genre aident beaucoup à ça. Or, en l'occurrence, dans beaucoup de films, une fois qu'ils ont réglé leurs problèmes, ils ont réglé la question de cette angoisse-là pour de bon. Ce qui, à mon avis, est assez artificiel et crée souvent des films qui laissent peu de traces. J'en parlais notamment dans ma critique de Dr. Sleep, et je faisais une différence fondamentale avec Shining, qui lui, justement, se permettait de laisser une place à cette angoisse-là en disant « j'ai pas toutes les réponses ». Par définition, c'est angoissant et ça va continuer à vous poursuivre, à me poursuivre. J'ai pas toutes les réponses, je m'appelle Stanley Kubrick, je suis un putain de génie, blablabla, d'accord, mais j'ai pas toutes les réponses face à l'angoisse de la mort, de la fin, de ce qui se passe après la vie, blablabla. Oui, ça m'angoisse et ça va pas. Je vais pas vous régler la question dans un film en vous faisant croire que la question des esprits se règle comme ça une fois qu'on a réglé un problème fondamental de sa vie.
Donc ça pour dire, et ça je trouve que c'est une bonne chose, c'est une bonne manière d'écrire. Et ben il se trouve que je trouve que dans Marianne, il y a cette intelligence-là. Une fois que les personnages connaissent les règles grosso modo imposées par le monstre, et ben on n'a rien réglé... Enfin, ça ne sauve pas la situation, ça reste très compliqué. Et ça, je trouve que c'est une vraie qualité. C'est ce qui fait que les 8 épisodes, à un moment donné, dépassent le simple cadre du enquête. Ok, on est surpris, le monstre nous malmène. Enquête, on trouve des éléments et on le contrecarre. C'est plus ou moins ce qui se passe, mais en fait, c'est pas ce qui se passe. Et ça, je trouve que c'est une vraie qualité à mettre au crédit de la série Marianne. Il y a des défauts aussi malheureusement dans le jeu de l'angoisse, je trouve. Un des rares points faibles que je mettrais dans toutes les séquences d'angoisse ou dans la construction narrative de cette angoisse, c'est le fait d'en rajouter un maximum sur l'ésotérisme, les sorcières et sur les trucs comme ça. C'est intéressant, ça rajoute du mystère, c'est pas mal, mais je trouve que c'est un peu confus. On a grosso modo les deux grosses ficelles, je vous spoil à peine, des séries classiques et tous les films de genre, c'est-à-dire le prêtre et l'antiquaire, hein, qui vont ramener des éléments, je vous passe les détails du comment, du pourquoi. Mais je trouve que beaucoup de choses restent malgré tout sans réponse dans la série. Je vais pas spoiler, mais en grosso modo, Emma et ses parents sont confrontés à cette créature, et pourquoi les parents d'Emma, il leur arrive des choses dans la série, et pourquoi eux ne se souviennent pas de ce qui leur est arrivé, mais par contre Camille, à qui il va arriver des choses aussi, s'en souvient. Vous voyez, il y a des différences comme ça par endroits qui sont un peu étranges, pas forcément bien foutus. Camille, qui est grosso modo l'agent de Emma et qui l'accompagne chez elle, et qui est confronté donc aussi à cette créature. Pourquoi la possession est différente selon les personnages, notamment vers la fin de la série, je veux pas spoiler. Donc voilà, tout n'est pas très clair, et à un moment donné, la série respecte pas tout à fait les règles de la créature, ça se sent, et du coup, toute la phase ésotérique paraît un petit peu lourdingue. On a des jolies scènes, hein, notamment quand on raconte l'histoire de la créature, qui est fait en sorte de BD animé, qui est tout à fait sympa, qui est très bien foutu visuellement, mais je trouve que ça sonne un peu creux parce qu'on sent que la série, à un moment donné, rame un petit peu à respecter ses propres règles. En tout cas, c'est ma sensation. Il y a peut-être des choses que j'ai pas compris. Hein. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous pensez que, au contraire, tout l'univers, l'ésotérisme autour de la créature et de ce qui crée les problèmes de possession, ainsi de suite, dans ce coin-là, dans ce village-là, est cohérent et tient la route. Parce que pour moi, il y a vraiment des moments où je me disais, mais pourquoi ça fonctionne plus, telle chose ? Pourquoi on est passé d'un seul coup d'un type de possession à un autre ? Pourquoi certains personnages se souviennent pas ? J'ai trouvé par moments que ça manquait un petit peu de cohérence. Mais peut-être que j'ai raté des choses, hein, c'est tout à fait possible. Oui, pour la petite parenthèse, j'ai un peu la tête dans le fût en ce moment. Quand je regarde la série, il y a peut-être des choses que j'ai mal vues, je dois l'admettre. J'espère pas. C'est pour ça que je me permets de faire un podcast dessus, mais si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me le dire, évidemment, ça m'intéresse énormément. Et en plus, ce problème un petit peu de cohérence dans la narration rejoint pour moi les deux problèmes principaux de la série. Le premier, c'est l'acting, le jeu d'acteur. Perso, comme je disais, l'angoisse m'a permis de ne pas trop être gêné par ça. J'ai été tendu, donc je regardais les épisodes un petit peu en tension, donc ça me dérangeait pas qu'il y ait des niveaux d'acting très différents. Mais il y a quand même de vraies différences de niveau de jeu dans la série. En gros, pour vous faire en gros, mis à part Lucie Boujna qui joue Camille, et que je trouve très bien de bout en bout dans la série, et Mireille Herbstmeister qui est juste Herbstmeister, qui joue très très bien la première incarnation de Marianne, et que je trouve toutes les deux vraiment très bien et au-dessus du reste du niveau du casting. Allez, je mettrai aussi Alban Lenoir, j'aime bien dans son rôle de flic. Je trouve qu'il fait le taf, et c'est un acteur que j'apprécie bien, notamment, si vous ne connaissez pas un petit peu sa carrière, il a notamment joué dans Kaamelott au tout début, un petit rôle où il était très bien. Il a commencé un peu plus à se faire connaître avec HeroCorp, une série de Simon Astier qui a malheureusement eu une production très compliquée, dont j'ai pas vu la fin, mais qui a trop souffert du manque de moyens, en fait. C'était une série qui vous joue sur du comique, et qui joue beaucoup avec le manque de moyens, mais c'était un peu trop. Et au final, c'est une série qui, à mon avis, un peu mieux produite, avec un peu plus de sous, aurait pu être beaucoup plus sympa. Bon, tout ça pour dire, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et donc, j'ai découvert Alban Lenoir là-dedans, et il était bon aussi dans... Je vous parlais peut-être à l'occasion j'ai peut-être un podcast à l'occasion sur HeroCorp. C'est un cas d'école assez intéressant, je trouve. En plus, c'est une série qui arrivait dans la transition entre l'arrivée des services de streaming, l'explosion de YouTube et tout ça. Lui, il a commencé à faire cette série à partir sur France 4 au départ, si je dis pas de bêtises, puis il a dû changer. Enfin, ça a été une production assez dingue, j'en parlerai à l'occasion. Probablement. Et du coup,
Alban Lenoir, il a aussi fait après Anti-Gang, où il était très bien dedans. Bref, c'est un acteur que j'apprécie assez, que je trouve assez sympa. Peut-être que c'est dû à ça, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé son jeu dans la série. Moi, perso, j'ai trouvé qu'il donnait beaucoup de qualité à ce personnage de flic. Je trouvais très simple, très frais, assez original, et par moments vraiment bien. Notamment, il y a une séquence où il dit au personnage d'Emma d'arrêter de faire des bêtises, mais il le fait de manière indirecte, et je l'ai trouvé très bon dans cette séquence-là, notamment. Il est pas bon dans toutes les séquences, mais je trouve qu'il y a des problèmes d'écriture, mais je reviendrai là-dessus. Je dirais aussi que Victoire Dubois, qui joue Emma, et Tiffaine Davio, qui joue sa copine d'enfance Aurore, sont pas mal. Elles alternent le bon et le franchement moins bon, mais ça va. Je trouve qu'elles arrivent quand même à tenir certaines séquences à elles deux qui sont vraiment bien. Après, malheureusement, le casting de la série est encore fort de 5 ou 6 personnes, et honnêtement, il est globalement médiocre. Les parents d'Emma sont très moyens, et ses copains d'enfance, qui font grosso modo le reste du casting, sont vraiment, vraiment moyens. Je peux pas dire les choses autrement, je trouve que ça fonctionne assez difficilement. Encore une fois, l'angoisse dans la série me permettait de passer au-delà, mais vu que la série se permet de pas mal de passages avec tout ce groupe, et que tout ne fonctionne pas, et ben voilà, ça a tendance à tirer un petit peu vers là-bas. La série a été beaucoup critiquée pour ça, pour ce jeu d'acteur. Alors moi, je voulais pas forcément en rajouter, mais je voulais en parler un peu parce que je l'ai vu aussi. Encore une fois, ça ne m'a pas dérangé dans ma vision de la série. J'ai regardé les 8 épisodes sans problème. La série a été beaucoup critiquée pour ça, ce que je peux entendre, ce que je comprends. Mais je trouve, j'ouvre juste un débat en soi, parce que j'ai pas forcément de réponse toute faite, autour de comment faire pour juger le jeu d'acteur. Je trouve que ça reste un débat très compliqué. J'en avais parlé notamment sur une de mes premières critiques dans mon podcast sur Suicide Squad, mais puisque les gens avaient beaucoup critiqué Jared Leto, et moi j'avais essayé d'expliquer que la direction d'acteur c'est autre chose. J'en ai reparlé dernièrement dans ma critique sur Joker. C'est un truc, c'est vraiment compliqué pour moi, je trouve, de critiquer un jeu d'acteur. Qu'est-ce qui fait que les gens apprécient un jeu d'acteur ou pas? Souvent, un personnage, ça fonctionne d'abord par habitude. Les spectateurs ont l'habitude de voir l'acteur, et donc ils vont apprécier le fait que ce soit un acteur. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai vu Le Mans 66 de James Mangold. Est-ce que Christian Bale est bon, ou j'ai l'habitude de le voir et du coup j'apprécie son jeu? J'aurais du mal à le dire. Moi j'apprécie son jeu tout simplement. Mais je comprends Durandal ou d'autres qui ont tendance à détester, à vraiment trouver qu'il est limite dans sa manière de jouer ou caricatural. Je pourrais le comprendre. Moi perso je trouve que j'aime beaucoup sa capacité à essayer d'incarner, quitte à devenir caricatural presque naturaliste dans sa manière d'être un personnage. C'est-à-dire le mec, si le personnage qu'il est supposé incarner existait vraiment, il avait un accent, une manière de se tenir un peu caricaturale, la tête vers le haut, le nez vers le bas, enfin plein de choses comme ça, il va le faire, il va essayer d'incarner autre chose, quitte à ce que ça devienne caricatural. C'est une manière de jouer l'acteur, mais je comprends que ça puisse déranger. En tout cas, dans une appréhension un peu plus sensible, ou tout simplement un peu plus pondérée du jeu d'acteur, on peut pas nier qu'il essaye des choses. On peut trouver que c'est mauvais, mais par contre, il essaye à chaque fois des choses différentes. Vous voyez ce que je veux dire? J'aimerais que dans notre appréhension du jeu d'acteur, on essaye tous un peu d'élargir notre perception, d'essayer de voir si l'acteur tente des choses, si la mise en scène a tenté des choses, de distinguer si c'est l'acteur ou si c'est au contraire l'écriture qui fait qu'on n'arrive pas à croire au personnage. Et là, il se trouve que il y a un peu de tout ça dans Marianne. Alors c'est difficile à élaborer, mais moi perso, déjà le fait de connaître les acteurs, ça aide énormément à accepter les personnages. Et il se trouve que le cinéma français marche moins bien, que les séries françaises marchent moins bien, donc je pense qu'on a moins l'habitude de voir des acteurs français dans des séries télé. Ce qui fait que, sans compter que le casting est relativement inconnu, mis à part Alban Lenoir, je pense que les autres, je les avais pas vus dans autre chose. Donc ça ajoute au fait que s'ils sont moyens, ou qu'il y ait une différence entre leur jeu et les scénarios, et ainsi de suite, et que ça fonctionne pas très bien tout ça ensemble, interprétation plus direction d'acteur plus scénario, et ben ça commence à faire beaucoup pour qu'on puisse adhérer et pas commencer à être assez violent avec ça. La plupart d'entre nous, je pense pas dire des bêtises en disant qu'on voit essentiellement des acteurs américains. On voit plein de séries américaines, donc il y a des acteurs qui sont probablement moyens, mais comme on a l'habitude de le voir, on adhère au fait qu'ils arrivent et qu'ils interprètent quelque chose. Je pense vraiment qu'il y a de ça aussi dans notre appréhension, et il ne faut pas non plus le sous-estimer. Il y a aussi le fait que, au-delà de ce consensus d'admettre que voilà, plus on voit les acteurs, plus on a tendance à les accepter en tant que personnages X ou Y, la question de qu'est-ce qui rend crédible un personnage, c'est compliqué. C'est pas évident à défaire.
Moi, je pense qu'il y a effectivement une corrélation entre interprétation, le jeu d'acteur de l'acteur, certes, interprétation donc, du personnage par l'acteur, certes, mais c'est aussi la mise en scène dans laquelle on choisit de mettre l'acteur, hein, puisque là on parle d'audiovisuel, c'est autre chose quand même que le théâtre en termes de jeu d'acteur, c'est très différent, puisque c'est le réalisateur qui va choisir le cadrage, la mise en valeur de telle ou telle réplique, de tel ou tel moment, de telle ou telle action, avec tel ou tel cadrage. Donc à un moment donné, l'acteur va pas tout à fait maîtriser comment vous allez percevoir ce qu'il va donner. Et il faut rajouter à ça le scénario, qui va développer dans plusieurs séquences le personnage, ou pas. Donc c'est difficile à mon avis ces différents éléments, si on les prend pas en compte et qu'on n'essaie pas de les développer un peu, de les aplanir un peu, je trouve que quand on dit qu'on apprécie ou apprécie pas un jeu, on est trop caricatural. Moi le premier, j'ai tendance à ne pas assez le faire. J'essaye, hein, mais je sais que dans certaines de mes critiques dernièrement, j'ai dit voilà, je trouve bon, moins bon, machin, et je suis resté très évasif. Ça peut arriver parce que des fois c'est pas un sujet, mais vu que là la série a été critiquée pour ça, j'estime qu'on peut aller un peu plus loin. À la limite, on est d'accord, hein, pour soulever un dernier point là-dessus, il y a des défauts qui sont flagrants. Si le personnage récite son texte, on le sent. Quand je vous parle comme ça et quand je lis mon petit pitch que j'ai pris de la série en note, bah vous entendez la différence. Donc voilà, si l'acteur récite son texte, bon bah là c'est flagrant, il joue pas bien. Par définition, c'est pas ça jouer. À moins de jouer un acteur qui récite son texte, vous voyez ce que je veux dire ? On a aussi le regard inexpressif ou hors contexte, ça c'est grosso modo flagrant et on peut le voir, ok. Mais au-delà de ces défauts-là d'acteur, c'est pas facile, je trouve. Moi, je sais que c'est un débat, il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé ce qu'a proposé Alban Lenoir dans la série. Moi, j'ai apprécié, j'ai trouvé vraiment que ce qu'il faisait était pas génial, mais bon. À quoi ça joue ? Si je dois aller sur ce contexte-là précis, le personnage d'Alban Lenoir du flic, je trouve que le scénario ne le sert pas du tout. Il propose vraiment une interprétation intéressante selon moi, mais le scénario et le développement du personnage n'est pas bon. Et je reviendrai là-dessus après plus précisément. Mais grosso modo, ce que je voulais dire sur le jeu d'acteur, c'est essayons tous ensemble, moi le premier, d'être un peu plus précis. Quand on critique le jeu d'acteur, c'est quoi qui nous dérange ? L'interprétation ? La mise en scène ? Dans laquelle le personnage apparaît, et là, franchement, c'est pas forcément l'acteur qui a quelque chose à voir là-dedans, mais bien le réalisateur, ou le scénario, c'est-à-dire le développement du personnage, ou même allons plus loin, les dialogues, est-ce qu'ils sont mal écrits, est-ce qu'ils sont trop simplistes, est-ce que, vous voyez, essayons d'être plus précis. Souvent, on dit l'acteur est pas bon, j'y crois pas. Vous croyez pas au personnage, mais le personnage, c'est l'alliance de tout ça. C'est les dialogues, c'est la mise en scène, c'est le scénario, c'est l'acting. L'acting n'est qu'une partie sur 5 du truc. C'est pas la partie principale. Alors, on peut l'avoir comme la partie principale, mais pas toujours. Voilà, je voulais, c'était ma petite manière de dire laissez les acteurs tranquilles, ils sont innocents. Hashtag Elizabeth Taylor sur Michael Jackson, bref. Hashtag truc de vieux, mais référence de vieux, mais alors là, référence archéologique, bref. Personnellement, je cherche encore des critères un peu plus précis du jugement de l'acting, hein, qui aillent au-delà de ma sensation du type j'y crois pas. C'est un débat qui est ouvert, j'ai pas de réponse toute faite. Si vous avez des conseils, des vidéos éventuellement sur des gens qui ont développé ou des articles cette question, n'hésitez pas à me l'envoyer, je trouve ça, ça m'intéresse énormément et j'aimerais beaucoup me faire progresser là-dessus parce que je trouve que c'est un endroit où on a tendance à critiquer les films un peu de manière un peu généralisée, notamment sur YouTube, un petit peu cotonneuse. Bon. Je me trompe peut-être, n'hésitez pas, c'est un débat qui est ouvert, tweetez, Instagrammez, ainsi de suite, likez, il n'y a pas de problème, partagez évidemment, mais critiquez, donnez-moi votre avis, ça m'intéresse. Ma sensation concernant Marianne, c'est que l'acting est globalement moyen. Voilà, il y a grosso modo 2 acteurs qui sont vraiment très bien, les autres, un ventre mou de 2-3 acteurs qui sont bien, et le reste, qui sont moyens, je veux dire, et le reste, c'est franchement médiocre. Mais pour moi, le défaut principal de Marianne, c'est son scénario, qui est très bancal. Globalement, il est mal fichu. Déjà, on a trop souvent la sensation que les personnages ne sont pas assez impactés par les événements. Il leur arrive des trucs dingues dès le début de la série, de l'ordre du fantastique, c'est frontal. Ils ont 15 fois l'occasion de se barrer, ils sont pas comme Emma, le personnage principal, obligé de se confronter. Et trop souvent, on a des personnages où on se dit, mais pourquoi ils restent ? Confronter à un truc aussi dingue, tu fuis, quoi, tu claques la porte. Je vais pas spoiler, mais et malheureusement, ça va jusqu'à la fin de la saison. À la fin de la saison, comment les personnages peuvent être si peu impactés par un truc aussi dingue et impressionnant. Encore une fois, je ne veux pas spoiler la série, mais vous verrez, je trouve que ça m'avait surpris vraiment, quoi.
Si je dois faire une comparaison rapide, dans la série The Hunting of Hill House de Mike Flanagan, excusez-moi, je perds mon anglish, j'avais trouvé, au contraire, la résolution m'avait pas forcément plu, pour différentes raisons, je la critiquerai à un moment donné, mais par contre, c'était la qualité de la série, c'était l'impact des événements sur les personnages, était constant, solide, et durait tout au long de la série jusqu'à la fin. Ce qui fait que la série était très, très solide, en ayant 5 personnages, pas 20. Je reviendrai là-dessus à l'occasion. Mais c'est vraiment un défaut, je trouve, de Marianne. Ça dégonfle beaucoup la grande qualité des séquences d'angoisse. Ensuite, l'autre défaut du scénario, c'est que globalement, la série sait pas ce qu'elle veut, je trouve. D'un côté, quand elle raconte l'histoire du point de vue du personnage de Emma, principalement, je trouve que c'est là où la série est la meilleure. Quand on voit les copains de Emma, notamment du point de vue d'Emma, c'est là où la série fonctionne le mieux. À partir du moment où elle veut déborder et aller raconter une histoire de groupe d'amis d'enfance, là ça commence déjà à ramer beaucoup plus. Mais je vais y aller progressivement. L'histoire du point de vue d'Emma, c'était pour moi le point de vue le plus intéressant de la série, et il aurait fallu continuer comme ça. Notamment parce que dans le point de vue d'Emma, il y a son histoire par rapport à sa relation à son agente qui s'appelle Camille, et qui est à mon avis très bien. C'est vraiment très bien, Lucie Boujna est très bien, et du coup leur relation fonctionne bien. Il y a ce côté, Emma est un peu délurée, une artiste un peu casse-couille, franchement antipathique par moments, qui a tendance à boire trop, qui est agressive, enfin voilà, qui a vraiment le côté artiste sale gosse par moments, mais dans le très mauvais sens du terme, qui peut être vraiment casse-pied, et qui pousse vraiment Camille dans ses derniers retranchements, qui lui fait du chantage. C'est assez moche, franchement, ce qu'elle lui fait souvent, et leur relation est très intéressante, et pour une raison à mon avis que je peux comprendre, puisque la série ne voulait pas développer ça au départ, la série abandonne plus ou moins cette relation, et la reprend grosso modo à la fin, et c'est dommage, parce que je pense que c'était beaucoup mieux développé que ce que la série va développer en principal, c'est-à-dire la relation d'Emma avec surtout son groupe d'amis d'enfance. Et même si je comprends l'idée, même si on a une séquence flashback, une partie flashback qui est pas mal du tout, qui est pas mal foutue en termes de mise en scène, avec des acteurs, bon voilà, c'est toujours délicat de faire jouer des acteurs adolescents, ils sont moyens. Je les trouve pas mauvais, mais ils sont globalement moyens. Ils récitent un peu trop leur texte. Très difficile de faire sortir les acteurs adolescents de la récitation, de toute façon, c'est un vrai geste particulier, on en reparlera si je vois un film sur la question. Tiens, il faudrait que je remate Entre les murs, de Laurent Cantet, si je crois que c'est ça, c'est de Laurent Cantet, et je vous en parlerai. Parce que c'était un film qui avait eu la Palme d'Or, où je trouvais qu'il y avait des moments, mais juste pas possible, des moments super, et des moments où je me dis, non mais attends, là, c'est forcément, Sean Penn, il est anglais, il a vu le film en sous-titré, il a pas compris que ça récitait, quoi. Je reviendrai là-dessus, et c'est un film qui syncrétise bien la difficulté de la mise en scène, de faire jouer des ados. Il y avait aussi toute une partie au collège dans Blue is the Warmest Color, La vie d'Adèle, que je trouvais, il y avait des moments aussi qui fonctionnaient très bien, et d'autres pas du tout. Je reviendrai là-dessus. Mais c'est vraiment difficile d'obtenir une unité de ton avec des adolescents, parce que c'est compliqué pour eux d'interpréter autre chose, et je reviendrai là-dessus. C'est un thème en soi. Mais bon, tout ça pour dire, dans la série, il y a une séquence flashback là-dessus qui est pas mal, qui est pas géniale, mais qui reste, je trouve, qui fonctionne. Heureusement, elle s'appesantit pas trop dans la série, et ça donne de la profondeur à la série, heureusement. Donc c'est une bonne chose. Par contre, quand on en revient aux relations d'adultes de ce groupe d'amis, et ben là, je trouve que ça rame beaucoup plus. Ça rame beaucoup, beaucoup plus. Ça manque de densité, ça manque de qualité globalement. Encore une fois, ça souffre aussi par la comparaison avec la relation de Camille et d'Emma avec Lucie Boujna, qui est très bien du coup. Dans les copains, il manque beaucoup de choses. On voit qu'il y en a 2 qui sont pêcheurs, mais grosso modo les autres, on voit trop de choses partielles sur eux, je trouve, pour qu'à un moment donné la série ait la densité de leur donner de la densité, tout simplement. Je trouve que ça manque. Et je sais que c'est un peu paradoxal, parce que si on reprend la série, on se dit, bah non, on sait qu'un tel a telle relation avec un tel, puis avec un tel, on sent qu'ils ont été amoureux, ils se disent les choses, mais justement, c'est souvent maladroit. On voit les personnages se dire, ah oui, t'en as carrément un qui dit à un moment donné, oui, il y a personne qui était amoureux d'Emma comme moi. Alors tu te dis que ça va aller quelque part, et ben finalement, ça va nulle part. Et il y a beaucoup de grosses phrases et de moments comme ça, un peu gênantes, où finalement, ça mène pas à grand-chose. Et c'est, je pense, dû au fait qu'il y a vraiment eu dans le scénario une difficulté à un moment donné à canaliser ce que Samuel Baudin, n'importe quoi, le pauvre, excusez-moi monsieur, Samuel Baudin a voulu raconter.
il manque des choses. Il manque systématiquement des choses. Certains personnages, on ne connaît pas leur métier, on aurait besoin de le connaître pour savoir un peu pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils sont restés dans ce village, pourquoi ils sont toujours amis. C'est une vraie question hein, à laquelle la série répond mal, je trouve. Il y a des idées très jolies là derrière cette idée qui est réglée dans le dernier épisode. Hein. C'est vraiment une citation, notamment dans la série que je ne vais pas spoiler, mais à laquelle j'adhère assez sur la question de ce qu'est l'amitié. Mais par contre, elle est mal amenée. Elle est mal amenée parce que ce groupe d'amis, on a du mal à y croire. Et ça vient de l'acting, ça vient de la mise en scène, ça vient certainement de la direction d'acteurs, mais ça vient encore plus certainement du scénario et de la manière dont les personnages sont finalement en relation dans ce groupe d'amis. Il y a des choses bien meilleures quand il s'agit d'Emma. Quand il s'agit d'Emma et de Camille, et je trouve que Samuel Bodin a les qualités pour que ce soit bien meilleur dans un prochain projet, dans une prochaine série. En l'occurrence, là, tel quel, ça aurait pu être bien meilleur. Et c'est assez médiocre, je trouve. Honnêtement, ça m'a pas gêné dans ma vision, mais je dois admettre que c'est pas terrible. Ajoutez à ça que l'enquête ésotérique, le fait de faire des recherches sur la créature qui est menée par le flic, elle est intéressante, mais je trouve qu'elle est un peu trop directe. Grosso modo, il rencontre un prêtre et un antiquaire, et il a toutes les réponses. C'est pas grave, mais ça manque d'ampleur, encore une fois, ça manque de densité. C'est bien, c'est intéressant, ça donne lieu à des moments de flip et tout ça qui sont cool, mais je trouve que ça va pas très loin, surtout pour au final, le rôle qu'aura ce flic, je trouve, dans la série, finira par aussi... Ça aussi, on passe pas mal de temps avec lui, on lui donne pas mal de poids dans la relation avec Emma, et au final, je trouve que la manière dont on conclut son histoire à lui manque d'intensité, manque non pas d'intensité en termes de phénomène audiovisuel, c'est bien vu, la série est maligne à cet endroit-là, c'est des effets chocs qui fonctionnent, mais ça manque de profondeur. Et ça s'ajoute au fait que il se passe des choses incroyables dans ce village, des enlèvements d'enfants, des meurtres, des gens qui reviennent avec des traces de scarification hyper graves, des gamins qui sont à deux doigts de se suicider, plein de choses hyper glauques, mais on voit genre ce flic-là. Il n'y a que lui, plus 2 autres policiers à un moment donné, mais sinon le reste du temps, il est toujours tout seul. Alors c'est peut-être parce que la série avait moins de moyens sur là-dessus, je peux comprendre. Mais pour moi, c'est une erreur. Quand il arrive de ce genre de choses, c'est vraiment... Ça dégonfle beaucoup la série qu'il n'y ait que lui. Et sachant ce qui lui arrive ensuite à lui après, qu'il y ait encore moins de flics, c'est absurde. Juste absurde. Et à la fin de la série, à cet endroit-là, dégonfle complètement le truc en disant « Mais attends... le FBI n'a pas débarqué, vous voyez, je caricature, mais vous verrez par vous-même, ça, c'est pas possible. » C'est vraiment absurde, on dirait Colombo hashtag Colombo chez les serial killers, c'est n'importe quoi. Tu peux pas le laisser tout seul dans un contexte pareil, quoi. Dans les séries Colombo, pourquoi ça marche qu'il n'y a que Colombo ? Parce qu'il y a un meurtre et qu'il enquête sur un meurtre, donc il n'y a pas besoin de faire débarquer 60 000 mecs. Quand t'as, au bout de 2 jours, des enlèvements, un meurtre, des suicides de vaches et plein de trucs, ça devient complètement fou, en général, t'es plus tout seul, hein. Ça réagit un petit peu là, où il y a de la politique, il y a du monde, il y a les réseaux sociaux, bref, je reviendrai là-dessus après. Alban Lenoir, encore une fois, je trouve qu'il est vraiment bien dans le rôle, mais pour revenir à ma réponse aux gens qui disent que Alban Lenoir ne jouait pas bien, mais je trouve que son personnage, c'est un policier qui est égaré dans un roman pour gosses, les conséquences de son enquête sont trop limitées pour que l'on puisse y croire, tout simplement. Donc, à un moment donné, lui, ce qu'il propose est bien. C'est même le contraste qu'ils ont voulu jouer sur le fait que c'est un peu un mec un peu drôle, comme ça, un peu par moments décalé, mais en même temps, c'est le côté, vous voyez, le coup classique, c'est pour ça que je parle de Colombo, hein, du flic qui a l'air un peu dépassé, mais qui en fait est plutôt un bon flic. Ça peut pas tout à fait marcher, parce qu'on lui a enlevé, dans le contexte, scénaristiquement parlant, on lui enlève de la vraisemblance. L'un des gros points positif de la série, parce que j'ai oublié de le dire avant, c'est le monstre, Marianne. Je trouve qu'il est assez génial, il est flippant, il est angoissant, il a une histoire et une cosmogonie autour de lui que je trouve particulièrement inquiétante et bien foutue jusqu'au bout. Ça, c'est vraiment le point fort de la série. Marianne, c'est un personnage qui va vraiment marquer les esprits, à mon avis, du cinéma de genre français. En tout cas, moi, c'est un personnage que j'apprécie et qui en rentrait dans le panthéon des grands monstres de séries télé, de films que j'apprécie. Il va me rester en tête, j'ai vraiment aimé. Je sais pas si j'ai envie d'avoir une saison 2 parce que j'aime bien ce qu'ils en ont fait là. Mais en tout cas, c'est une vraie réussite. Aussi bien dans ses incarnations que dans ses interventions, il est glauque, il est flippant, il est sadique, j'apprécie. Et pourquoi il est comme ça est cohérent.
et pourquoi on doit le combattre, c'est cohérent aussi. Enfin bref, franchement, c'est une belle réussite, c'est une des grandes réussites de la série, une des grandes forces de la série vient de là, c'est le monstre Marianne fonctionne bien, voire même très bien. Je veux pas trop spoiler ce qu'il fait, parce que ça fait une partie de la surprise, et aide beaucoup au personnage à exister, et à être fort dans ses interventions dans la série, mais honnêtement, je répète, le monstre Marianne, c'est vachement bien. C'est une des grandes forces de la série, et je suis content que la série porte le nom Marianne, et pas Emma, ou pas autre chose, parce que c'est ça qui fonctionne le mieux, il n'y a aucun doute. Alors je ne l'ai pas dit avant, mais les cadrages et la photographie sont globalement inspirés. Il y a une excellente notamment utilisation des décors de Bretagne et de ce village au bord de mer, gris, bleu, romantique, qui est en même temps tourmenté et ésotérique. Ça fonctionne très très bien, une excellente utilisation de ce décor-là. Ça fait plaisir de voir une utilisation de décors français pour faire quelque chose de genre aussi bien, et il y a des tas de décors en France pour faire ce genre de truc. Si seulement on était moins bête et qu'on savait investir là-dedans et qu'on savait suivre les gens qui ont des bons projets là-dedans, on en aurait plein, ce serait un vrai bonheur. Et là, c'est une excellente utilisation de ce village, de tout le tournage qui s'est passé en Bretagne. Grand kiff. À la fin de la série, moi, perso, je trouvais la mer angoissante. Je trouvais qu'ils avaient vraiment réussi leur effet. On a notamment cette phrase que je trouve absolument géniale qui dit, je ne vous spoil pas qui le dit et quand, l'enfer est près de la mer. Je trouve ça génial. Ça, c'est une réplique qui m'a énormément plu parce que elle joue sur le hors-champ et sur le fait qu'on ne voit pas. Et en même temps, c'est beaucoup plus flippant comme ça. Ça, c'est vraiment les moments où la série est brillante. Surtout dans les scènes de peur, hein, notamment le cadrage et la photographie pour revenir dessus, où on a les copies de grands films, hein, mais qui le font très bien. Hein. Comme je disais, il y a l'Exorciste, le moment où le personnage se met sur la pointe, se met de dos et marche grosso modo sur les mains, mais de dos, le ventre vers le ciel et commence à maudire les autres. Ça fonctionne bien. On a des références à Shining aussi, avec des portes entrouvertes et des créatures qu'on voit arriver, des références, comme je disais, à The Grudge, mais aussi à Deux Sœurs de Kim Ji-woon, avec la porte de placard, vous voyez, qui s'ouvre avec les mains blanches qui en sortent et qui ouvrent la porte des deux côtés. Des effets aussi superbes sur les yeux lumineux, que j'aime énormément, et qui sont très très réussis, qui ont vraiment des regards terrifiants. Bref, je ne vais pas pérorer 10 ans sur le cadrage, mais il y a vraiment eu un super travail. J'ai beaucoup aimé la photographie, beaucoup l'utilisation des décors. Et quand il y a des références, je trouve qu'elles sont très bien gérées, notamment quand il s'agit des références à des films de peur. Je mettrai un tout petit bémol sur des effets de style de montage que perso j'ai pas forcément apprécié. La série joue beaucoup sur le fait que Emma est auteur de livres, et donc va jouer sur le fait que la série est découpée en chapitres, en pages qui se tournent. Autant dans le résumé de l'épisode précédent, j'aime l'idée, puisqu'au début de la série, on voit les pages se dérouler, nous rappeler les éléments principaux qui vont commencer l'épisode. Autant j'adhère moins certains jumpscares liés au montage que j'aime moins. On réévoque, le personnage évoque quelque chose qui est passé avant et on le voit en mode vous voyez. Et il y a notamment un effet où on a un personnage qui dit oui, elle s'est pendue, et là d'un seul coup on revoit la personne pendue. Je trouve que ça manque de finesse. Ça joue un petit peu sur un comique qui, du coup, dans la séquence, est un peu stupide. Donc voilà, j'ai pas trop aimé ce type de montage-là, un petit peu. On évoque quelque chose et ça arrive de manière un peu lourde. Ça joue un petit peu sur des jumpscares faciles. Et en plus, oui, le jumpscare, c'est, vous savez, on donne un coup, on fait ah, et voilà, ça c'est un jumpscare, quoi. C'est d'un seul coup, on a peur, on sursaute. Je trouve pas ça très efficace. Je pense que dans la série n'en avait pas besoin, notamment parce qu'elle a des excellentes scènes d'angoisse. Et il aurait pu complètement jouer la série sur un rythme, à mon avis, plus posé, parce que les scènes d'angoisse fonctionnent très très bien. Mais bon, vu que c'était sa première série de peur et d'angoisse, son premier matériel audiovisuel sur le sujet, je comprends que Samuel Bodin ait eu un doute et préféré armer la série, densifier la série, sachant que les épisodes sont courts. Je pense qu'il a voulu rythmer beaucoup. On sent aussi, oui, j'ai beaucoup critiqué le scénario, mais je tiens à le lire quand même, il y a un vrai sens du suspense et il a vraiment écrit les épisodes en se disant à la fin il y a un suspense et on a envie de voir la suite. Et je pense aussi que c'est une grande qualité et qu'il ne faut pas se reposer comme certaines séries le font sur le fait que c'est du streaming, donc les gens vont regarder tous les épisodes parce que c'est du streaming, parce qu'ils peuvent les regarder à la suite. Non, c'est bien aussi quand de se dire tiens, qu'est-ce qui va faire que ce personnage aura envie d'aller cliquer, d'aller voir l'épisode suivant. Et ça, je pense que c'est tout à l'honneur de Samuel Bodin de s'être dit, je sais pas, je pense que l'angoisse va marcher, la tension va marcher, mais je vais pas lâcher le truc, je vais pas vous lâcher en chemin. Il y aura des cliffhangers, excusez-moi, voilà, des cliffhangers à chaque fin d'épisode pour vous donner envie de voir la suite, jusqu'au bout de la série d'ailleurs. Donc
Et je pense que c'est une qualité d'avoir essayé, c'est pas toujours très subtil, mais ça pousse la série, ça nous pousse, ça donne envie d'aller vers l'avant, donc il a réussi son effet. Baudin a aussi, je tiens à souligner un autre point, un goût pour la comédie légère. Par moment, notamment quand il y a le groupe d'amis, c'est très présent. Je pense que c'est parce qu'il a vu la limite de jeu de ses acteurs et qu'il a essayé de les faire jouer dans des domaines où ils se sentaient peut-être plus à l'aise. Mais honnêtement, je trouve que c'était pas forcément nécessaire vu l'efficacité des scènes d'angoisse. Je comprends l'idée qu'il y a un petit côté film de groupe d'ados trentenaires, et donc on va jouer un petit peu sur cette comédie-là. Si c'est stratégique et qu'il pense que la plupart du temps en France les gens vont voir des comédies au cinéma, il a pas tort non plus, donc je comprends, c'est intelligent. Mais je trouve globalement que cette comédie est un peu hors ton. J'ai plus l'impression que Baudin n'y croyait pas tout à fait à ça non plus, à ces séquences d'humour. Elles sont pas aussi bien tournées, aussi bien cadrées, aussi bien amenées que les séquences de peur. Et pour moi, ça rejoint aussi le problème scénaristique, que leur vie à ces différents personnages est un peu brouillonne. On les voit un peu bosser, mais on voit pas où ils vivent. Quand on voit certains où ils vivent, on sait pas qu'est-ce qu'ils font dans leur vie. Enfin, tout ça est un peu brouillon. J'ai pas trop compris, honnêtement. Je trouvais que ça manquait de structure globalement. Et en plus, les relations entre les personnages sont vraiment résumées au bout d'un moment dans ce groupe d'amis à un tel aime une telle aime un tel, et blablabla. Bref, ça va pas très loin. Il y a vraiment le côté... là, c'était vraiment le côté trentenaire attardé, pour le coup. Et je pense pas que ça serve la série, bien au contraire. Ça la rend un petit peu surfaite. On dirait au bout d'un moment qu'on est face à une série qui se prend beaucoup la tête avec un monstre, avec des choses de l'angoisse très élevée, pour finalement nous raconter des histoires de personnages pas si intéressants que ça. Et ça, c'est un peu dommage. Même si, encore une fois, je l'ai pas dit avant, je tiens à le souligner, le personnage de Emma Larsimon, dans son aspect sale gosse, artiste plein de succès, qui a un peu, qui est un peu le melon, et qui est assez vraiment antipathique par moments, vraiment connasse, si vous me permettez l'expression, et ben je trouve que ces passages-là, Victoire Dubois les fait très bien, et c'est plutôt bien écrit aussi, ces passages-là. Donc, à la limite, j'aurais préféré qu'on se concentre sur elle, point barre, et dans sa relation à Camille, et comme la série, je pense, n'a pas su maîtriser ce rapport à son groupe d'amis d'enfance, il y a même la sensation, quand on arrive au 3e épisode, qu'on se dit, mais en fait, ce groupe d'amis d'enfance, ils vont être secondaires, alors qu'en fait, ils deviennent vraiment centraux. Vous verrez par vous-même. Alors, il faut m'entendre, hein, l'horreur avec l'humour, ça peut grave fonctionner, mais dans Marianne, je trouve que la série Marianne proposait une angoisse, sans ironie dès le début, qui fonctionnait très bien, et qui aurait pu largement continuer. Du coup, c'est un peu de faire un demi-tour contre-productif, de proposer de l'humour léger comme ça, et qui en plus c'est pas très impactant globalement, qui donne lieu à des scènes un peu stupides, où on a un personnage notamment qui dit, pour donner un exemple concret, les personnages s'engagent dans une sorte de combat contre la créature. Les personnages viennent un peu de manière cliché, en mode ouais, tu pensais vraiment que tu allais y aller tout seul, alors ils y vont tous, et quelques séquences plus tard, t'as un des personnages qui dit, tu sais, quand on s'est retrouvés avant tous là, et qu'on disait qu'on voulait tous y aller, maintenant je suis plus trop sûr que je vais me confronter à ça. Ah bon ? Tu réalises maintenant que c'est vraiment un truc flippant d'être confronté à un esprit qui peut être violent, te prendre possession de toi, machin, blablabla. Enfin voilà, ça marche pas très bien, je trouve que c'est un petit peu... c'est un peu surfait, la série trouve jamais réellement le lien entre cet humour et la peur. C'est pas Scream, et ça avait pas cette identité-là, de toute façon, il me semble. Alors, j'ai assez parlé de cette série, je voulais faire plus court, non mais ça marche pas du tout, hein, les épisodes plus courts, hein. Là j'ai déjà fait 1 heure, non mais c'est n'importe quoi. Bref, donc conclusion là. Marianne est une série à voir, L'angoisse fonctionne bien, la peur fonctionne bien, les références aux films de peur sont présentes, mais sans envahir non plus, c'est craspec, c'est bien flippant par moments, le monstre est fascinant, il faut le voir. J'ai oublié mon nom, Madame Herbstmeyer, pardon. Décidément, j'ai un truc avec hashtag nazi, comment dire, je vis en Alsace, donc hashtag Alsace, hein, visiblement Herbmeister, ça a l'air de me brancher. Non, Herbstmeyer, donc, est incroyable dans le rôle de Marianne, et rien que pour ça, faut voir la série, c'est juste dingue, les séquences avec elle sont dingues. Je trouve que il y a de grandes qualités dans cette série, il y a des vrais moments de peur, des vrais moments de gore sale et tout ça. C'est sûr que si vous aimez pas ça, vaut mieux éviter, hein, on est d'accord, hein, si vous écoutez le podcast jusqu'à maintenant, si vous êtes du genre à pas aimer le gore, la peur et ainsi de suite, évitez, parce que ça marche vraiment très bien. En plus, je trouve que les 8 épisodes finalement passent plutôt bien, même si encore il y a des gros défauts de scénario, je pense que c'est pas trop long, que c'est la bonne durée et que ça finit par fonctionner. Je veux pas spoiler, mais même si j'ai plutôt bien aimé la fin,
j'ai trouvé que le scénario, encore une fois, était franchement pas parfait et que du coup la sensation de fin était un peu forcée. Je veux pas spoiler, mais je tiens à le dire, la fin je la trouve un poil décevante, un poil forcée, et elle met en exergue le fait que le scénario a vraiment eu du mal à trouver sa direction et que Samuel Bodin n'était pas sûr de ce qu'il voulait raconter, quasiment jusqu'au bout. C'est une fin que je trouve... Les conséquences de ce qui se passe dans la série ne sont tout simplement pas assez fortes. Elles veulent être fortes à un endroit, à mon avis, qui est pas assez parlant pour le spectateur et pour ce qui se passe dans la série. Et en même temps, elles sont, globalement pas assez fortes. Je dirais, s'il y a une saison 2, j'espère tout simplement que la série va se resserrer sur 2, 3, 4 personnages, parce que je pense que ça lui fera du bien en termes d'écriture à Samuel Bodin, et qu'elle se resserrera sur l'angoisse et qu'elle abandonnera un petit peu ce côté humour qui, à mon avis, n'est juste pas nécessaire dans cette série-là et n'a pas forcément sa place. S'il y a de l'humour, tant mieux, mais je pense que c'est mieux si, dans la manière dont il écrit, dans la capacité qu'il a, Samuel Bodin, à créer de l'angoisse, il n'a pas besoin du reste. Il est juste très très bon. Chapeau bas à lui d'ailleurs, franchement je suis admiratif de cette série, c'est une excellente série française de peur, une excellente série de peur tout court, et même s'il y a plein de défauts et plein de limites, les passages de peur remportent, je trouve, la timbale. Je conseille vraiment de regarder Marianne, c'est un sacré voyage dans la flip au minimum, voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à tweeter, Instagrammer, Facebooker la totale. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, partager et tout. C'est vraiment très cool. Vous aiderez la série à être, la chaîne à être vue. Mais surtout, dites-moi ce que vous en pensez. C'est ça qui m'intéresse le plus. Est-ce que vous avez aimé Marianne? Est-ce que vous pensez que j'ai dit des conneries en large et en travers, qu'il y a des bonnes séquences de peur, mais que les problèmes de jeu d'acteurs défoncent la série? Bref, allez-y. N'hésitez pas à me le dire. Ça m'intéresse énormément. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de HO. Salut les amis, ciao ciao.